Dans une semaine tout juste, ils reposeront pour l'éternité aux côtés de Jean Moulin. Simone Veil et son mari Antoine vont entrer au Panthéon le 1er juillet prochain. Et aujourd'hui, je vous propose donc un zoom exceptionnel sur ce lieu méconnu, mais c'est aussi un lieu incontournable pour comprendre qui nous sommes, nous Français. Regardez. Il fut jusqu'à la construction de la Tour Eiffel le monument le plus haut de Paris. Bienvenue au Panthéon, sur cette montagne Sainte-Geneviève, en plein cœur du quartier latin. Un monument à l'histoire ô combien chahutée. Mais sa vocation va toujours rester la même et elle est résumée sur ce fronton. Regardez cette phrase, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. En fait, sont inhumées ici les personnalités qui incarnent nos valeurs universelles. Et c'est notamment le cas de Simone Veil et de son mari qui s'apprêtent à entrer ici. Alors revenons aux origines du bâtiment. À l'époque, son architecte Soufflot veut rivaliser avec Saint-Pierre de Rome. Il va donc imaginer ce monument aux dimensions, aux volumes impressionnants. 83 mètres de haut, un dôme majestueux. La première impression du visiteur en entrant ici est de se dire que ce lieu, il est terriblement intimidant, voire austère. Et c'est sans doute pour ça que les Français, finalement, le connaissent mal, ce Panthéon. Il est pourtant fascinant à plus d'un titre. Et c'est ce que vont nous raconter tout de suite Florence Lecnec et Frédéric Mignard. Regardez. 6 h du matin sur le toit du Panthéon, que fait-on emmailloté dans un immense drapeau? Il faut le changer une fois tous les 3 mois, à peu près. Il s'abîme assez vite. La maîtrise du geste semble parfaite. David Madec est l'administrateur du bâtiment et par tout temps, il fait corps avec sa mission. Le drapeau est très très grand, comme vous pouvez le voir, et hop, et avec le vent, c'est pas très très facile. Car depuis 4 ans, le drapeau tricolore est tenu de flotter sans accroc, sans poussière, afin de rappeler à tous que le monument figure au cœur de la vie républicaine. Et sa mission très claire nous prévient dès le fronton: aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Venu distribuer les lauriers, la voilà donc honorant Malesherbes, Mirabeau, Monge, Fénelon, puis Voltaire et Rousseau finalement réunis. Et pourtant, il n'est qu'à lever la tête et voir trôner cette croix au-dessus de l'édifice pour comprendre que l'histoire a été bien plus compliquée. Cet architecte nous emmène sur les flancs du bâtiment. Vous avez une trace claire de 3 rectangles qui en fait forment 3 anciennes fenêtres. Car à l'origine, quand ce 6 septembre 1764, Louis XV vient poser la première pierre, son idée est très claire. Louis XV veut remercier Sainte-Geneviève de l'avoir sauvée de la maladie. L'architecte conçoit une église, mais arrive la Révolution française et en 1791, décision est prise d'abandonner le culte dans l'édifice et de le consacrer tout simplement aux grands hommes de la patrie. Selon les régimes, le Panthéon va donc plusieurs fois changer de fonction, car il n'est pas un roi, empereur ou président qui n'ait voulu profiter de cet emplacement unique. Pour le comprendre, nous avons donc accepté d'augmenter notre rythme cardiaque. Suivez-nous dans cette montée. Ouvrez les portes. Et surtout, ne perdez pas des yeux l'homme qui détient les clés. C'est un point de vue hors du commun, c'est très très magique. Oui. On est vraiment sur une montagne, le concept de montagne Sainte-Geneviève prend vraiment corps ici. On est le point qui a été le plus haut jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. Perché à 80 mètres, on distingue donc ici absolument tous les monuments de Paris, mais on comprend aussi comment le Panthéon s'inscrit dans la France du savoir, avec tout autour de lui les grands lycées, les plus grandes écoles, mais aussi les grandes universités. Par conséquent, c'est en salle des profs que nous avons rencontré le meilleur guide du Panthéon. Roger Mansuy enseigne les maths au lycée Louis-le-Grand. Et pendant sa pause déjeuner, il vient chercher sa bouffée d'histoire. Vous voilà happé par l'immensité des lieux. 3 nefs successives en croix grecque qu'il faut explorer, et où 1000 traces de l'ancienne église cohabitent avec les figures républicaines. Mais certains tableaux que l'on pensait académiques réservent quelques surprises. Alors, dans cette toile, il y a des gens qui ne devraient pas être là au baptême de Clovis. En bas à droite, on voit Clémenceau. Il est là, il porte un glaive et un casque un peu fantaisiste gaulois.
Un peu au-dessus, on a Gambetta, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sévère. De petits arrangements avec l'histoire qui font du Panthéon un lieu d'exploration sans fin pour notre mathématicien. La suite de la visite se passe dans la crypte, là où ce temple de la République prend tout son sens. Honoré par la France depuis plus de 2 siècles, les cœurs et les corps des plus grandes figures de l'histoire se tiennent côte à côte. 74 personnalités. Nous nous sommes naturellement dirigés vers les tombeaux de nos grands auteurs, vers celui de Marie Curie, puis de Jean Moulin. Mais on nous a tirés par la Manche. On ne pouvait certainement pas partir sans saluer Joseph-Louis Lagrange. Lagrange. On ne pourrait pas aujourd'hui lancer un satellite ou lancer des sondes spatiales sans Lagrange. C'est pas mystique, mais il y a des puissances qui arrivent un petit peu. On le ressent, enfin moi je le ressens. Certains ne renieront pas que certaines forces vagabondent un peu plus ici qu'ailleurs. Peut-être même jusque sous cette coupole, où Didier mène l'opération Rosace. S'il y a des écorchures, s'il y a des choses qui sont prêtes à tomber, dans ces cas-là, on l'enlève et on le met en sécurité. On a mis un capteur, un petit capteur de mouvement pour voir si d'année en année, la fissure s'ouvre ou pas. Une vérification du décor pour que l'exploit architectural ne vire pas au drame. Impossible de le deviner, mais pour permettre à cette coupole de trôner si haut dans le ciel de Paris, les architectes du Panthéon ont inventé la triple coupole. 3 arches constituées de 17 000 tonnes de pierre pour aboutir à cette dimension colossale. Simple visiteur, vous ne faites d'en bas que deviner la petite dernière avec son décor peint. Vous êtes de toute façon accaparé par le balancier du pendule, le pendule de Foucault. Et si vous êtes patient, c'est la dernière grande expérience à vivre au Panthéon pour observer notre Terre tourner. Je vous propose maintenant de descendre dans cette crypte où sont honorés 74 panthéonisés. Ils sont devenus les visages de notre identité nationale, des exemples, des figures morales, comme Jean Moulin ou Victor Hugo. Avec tout de même un bémol, le manque cruel de femmes. La première à entrer ici pour ses propres mérites fut Marie Curie en 1995. Et puis nous allons aussi évoquer les absents, ceux dont les familles ont refusé, car cette dernière demeure, elle est exigeante. En entrant pour l'éternité dans l'histoire de France, ces défunts n'appartiennent plus tout à fait à leurs proches. Sébastien Renouille. Léon Gambetta. Jacques-Germain Soufflot. Au Panthéon, cheminer dans la crypte revient à parcourir le temps. Jean-Frédéric Pergaud. Pierre Garnier de la Ripoisière. Antoine, Jean-Marie Thévenard. Antoine César, Choiseul Pralin. Ce sont des noms. Paul Painlevé, François. C'est le 5 avril 1791, l'entrée de Mirabeau dans cette église devenue la veille le Panthéon. Il en sera exclu 3 ans plus tard, après la découverte de sa sympathie envers le roi Louis XVI. Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. Jean-Étienne Marie Portier. En juillet, la dépouille de Voltaire y est transférée 13 ans après sa mort. Une immense foule accompagne le cortège, acteurs, ouvriers, magistrats, mais aucun membre du clergé. Personnages connus, inconnus, entrent au Panthéon avec faste. Dans la pierre blonde, on perçoit presque le son des sabots qui, en novembre 1924, tractent le corps de Jean Jaurès. 10 ans après son assassinat, l'entrée de Jaurès au Panthéon est un événement monstre, orchestré par l'État avec l'appui des médias de l'époque. Une mise en scène spectaculaire et discutée. Il n'est pas rare qu'une panthéonisation suscite un rejet, des polémiques. Ça a été le cas pour Jaurès. C'est d'ailleurs une des questions, c'est que le président va choisir quelqu'un qui est capable aussi de créer du consensus. Je crois que c'est une dimension importante, porter des valeurs, mais porter des valeurs majoritaires. Charles-Esquine de Kelly. Ainsi, l'histoire et ses méandres glissent-elles sur le dôme du Panthéon. Aucun texte ne définit de critères précis pour y faire son entrée. Pierre d'Orsay. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Alexandre. Des noms, des hommes surtout. Victor Schœlcher. En 1907, entre la première femme, Sophie Berthelot, en tant qu'épouse du chimiste Marcellin Berthelot. Jean-Guillaume de Vinther. Puis en 1995 seulement, Marie Curie, prix Nobel, scientifique passionnée, indissociable de son époux Pierre, 2 cercueils côte à côte. Le 27 mai 2015, selon le souhait de leur famille voulant conserver leur corps auprès d'elle, 2 cercueils vides, ceux des résistantes Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antoniose, entrent au Panthéon avec Pierre Brossolette et Jean Zay. L'attente est parfois longue. Certains historiens disent qu'il faut 50 ans pour que les mémoires réellement soient reconnues.
Bien sûr, c'est trop longtemps, moi. J'ai souffert de cette injustice mémorielle. Jean Zay, fils de journaliste, avocat, nommé à 32 ans ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts du gouvernement du Front populaire. Jean Zay à qui l'on doit l'école obligatoire jusqu'à 14 ans, les classes de plein air, le CNRS, l'idée de l'ENA ou le Festival de Cannes. En 3 ans, il a eu une action tout à fait novatrice. Tout ça, les gens ont découvert qu'en fait, c'était dans les cartons. Alors tout ça a été mis en œuvre à la Libération, mais Jean Zay n'était plus là. Redécouvert par son entrée au Panthéon, Jean Zay, arrêté en 40, puis condamné par un tribunal militaire du gouvernement de Vichy. Il tient grâce aux visites de sa famille et résiste par l'écriture. C'est une forme de résistance dont on a beaucoup à apprendre actuellement. Parce qu'il ne faut pas attendre que le pire soit là. Il faut savoir le déceler dès les premiers signes. En prison, il fait sortir ses feuillets dans le fond du landau qui transporte sa fille Hélène. Quelqu'un récemment m'a dit que j'étais peut-être le plus jeune bébé résistant de France. En 1944, alors qu'il pense être transféré, il est extrait de sa cellule par 2 miliciens emmenés dans le bois de Cussé, assassinés, puis 61 ans après. Ce cercueil qui arrive entouré de jeunes avec ce cérémonial, cet hommage extraordinaire, bon, ça a été une émotion fantastique. Il faut absolument garder la mémoire, bien sûr, mais cette mémoire, il faut en faire quelque chose. Pour certains, la mémoire niche au cœur d'un jardin provençal. Une simple pierre, un nom gravé, Camus. En 2010, son entrée au Panthéon est proposée par l'Élysée, refus de la famille. Papa, c'est pas un monument. Mon idée, c'était de dire que c'était un être humain. Comme tous les êtres humains. Je comprends la famille de Camus, d'une certaine façon. Enfin, ses raisons, je ne les connais pas précisément, mais je comprends qu'on puisse refuser, voilà. Vous auriez aimé aussi qu'il reste près de vous? Oui. Et pour la raison suivante, c'est qu'il était jusqu'à maintenant enterré au cimetière d'Orléans avec ma mère. C'était un couple extraordinairement uni. Ça n'a pas été simple, symboliquement, de les séparer. Parfois, il arrive que la reconnaissance prenne la forme d'un nom gravé dans la crypte du Panthéon lorsque le corps repose à près de 7000 km. Dès le début des années 80, Aimé Césaire avait choisi la Martinique. Il dit « Je veux être enterré ici, sur ma terre ». Il fait le choix de l'emplacement et il fait le choix aussi du positionnement dans le cimetière. Donc son choix a été extrêmement précis et net. Marcelin Berthelot. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. Louis-Antoine de Bougainville. Ces mots d'Aimé Césaire enveloppent les statues. Victor Hugo. Il plane parmi Hugo, Zola. Timoléon de Cossé-Brissac. Claude Ambroise Régnier. Justin Bonaventure Mollard de Galles. Alexandre Antoine. Des noms dans l'ombre et la lumière. Marie-Françoise Sadi-Carnot. Emmanuel Crété. Bonjour Philippe Bellaval. Bonjour. Alors vous êtes président du Centre des Monuments Nationaux. À quoi sert un panthéon dans une république comme la nôtre? On a besoin d'exemples parce que dans la vie d'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de signaux très contradictoires et on perd facilement ses repères. Et pouvoir se tourner vers des personnalités qui n'ont jamais failli, qui ont poussé leur engagement très loin, parfois jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de leur vie, cela est réconfortant, cela est rassurant et cela est inspirant. Qui est éligible à la panthéonisation? Certains disent que des pans entiers de l'excellence française ne sont pas représentés. Il n'y a pas forcément beaucoup de poètes, de musiciens, d'artistes. Oui, le génie ne suffit pas à lui seul à justifier forcément la panthéonisation. Dans notre conception de l'homme ou de la femme illustre, il y a l'idée d'un engagement public et que c'est ça qui fait vraiment la différence. Vous parlez des femmes, elles sont 4 pour l'instant sur 74. Oui, il y a une inégalité flagrante que personne ne songe à dissimuler, qui vient du fait que pendant très longtemps, la panthéonisation était décidée par un parlement composé exclusivement d'hommes, puisque les femmes n'avaient même pas le droit de vote à ce moment-là. Alors l'une des panthéonisations les plus rapides de l'histoire, c'est finalement peut-être la dernière, celle de Simone Veil. Pourquoi il y avait une telle évidence ?
Chaque fois que je rencontrais quelqu'un et je demandais « mais qui verriez-vous entrer au Panthéon ?» La réponse unanime c'était « évidemment Simone Veil ». La spontanéité avec laquelle le président Emmanuel Macron a pris cette décision reflète bien l'affection que le peuple français a pour cette grande dame. Alors bien avant que la France ne décide de la faire entrer au Panthéon, Simone Veil a marqué l'histoire de ce lieu. C'est elle qui a rendu hommage au Juste de France, ici même, c'était en janvier 2007. Et voici la dernière phrase de son discours. « Ces murs résonneront à jamais de l'écho de vos voix, vous qui nous donnez des raisons d'espérer. » Eh bien la voix de Simone Veil, elle aussi, va désormais résonner ici pour son envie de vivre, elle qui était rescapée de la Shoah, mais aussi pour son combat pour la paix en Europe et en faveur du droit des femmes. Son portrait avec Florence Lecnec. Une optimiste lucide, une combattante tenace. Nous devons tant à Simone Veil. Il suffit de l'écouter pour entendre le souffle de tout un siècle. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Madame Veil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est ici où le mal absolu a été perpétré que la volonté doit renaître d'un monde fraternel. En m'adressant à vous, madame, je pense, avec émotion, à tous ceux et à toutes celles qui ont connu l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Leur souvenir à tous entre ici avec vous. Simone Veil désignée immortelle devant 3 présidents, son mari, ses fils et ses petits-enfants. Une famille nombreuse qui doit son existence à celle bien improbable d'une survivante et qui, puisqu'elle est revenue, fait graver en 2010 sur son épée son matricule de déportée. Maman a gardé son tatouage, son numéro jusqu'à la fin de sa vie. C'est son identité. C'est présent toujours dans ses réactions. C'est présent toujours dans son regard sur tel ou tel événement. Dans cette salle d'archives du mémorial de la Shoah, nous avons trouvé indélébiles traces de cette barbarie sur le registre du convoi 71. Celui du 13 avril 1944, établi par les Allemands à Drancy, pour expédier Simone Jacob, 17 ans, sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine, vers les camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Son père, son jeune frère seront eux aussi déportés en Lituanie. À Nice, la vie d'une famille profondément laïque et patriote, juive, vient de s'éteindre. Dans les camps, Paul Schaffer tente de survivre depuis déjà 2 ans quand il rencontre celle qui deviendra la complice de toute une vie. Nous connaissions d'avance notre destin final. Il était évident que nous n'en sortirons pas de là. Mais nous étions d'accord sur un point majeur, à savoir vivre au moins la défaite des Allemands. Et qui nous a donné mutuellement un peu de courage. Un courage converti en force de vie. Revenue seule avec ses 2 sœurs, Simone Jacob devient Simone Veil dès 1946. Ses premières victoires face au mal s'appellent Jean, Claude Nicolas, Pierre-François. Nous étions installés à demeure dans la chambre de notre mère. Maman a toujours vécu dans sa chambre et maman a toujours vécu sur son lit. Il y a des photos, des films où on la voit travailler sur son lit, écrire sur son lit. Et donc nous étions agglutinés autour d'elle sur son lit. Elle entame alors une carrière politique dont chaque geste semble lui aussi relié au fil invisible de son histoire. Écoutez comment, jeune ministre, Simone Veil évoque les camps lors d'une banale inauguration. Très douée. Vous avez une certaine technique déjà. J'ai fait ça, vous savez, j'ai fait ça... Non, c'est pas ça, j'ai fait ça en déportation, alors je fais ça très bien. La déportation, à nouveau en écho quand elle décide de se battre pour les conditions de détention dans les prisons.
Certaines de nos prisons étaient absolument moyenâgeuses, suroccupées. Cette promiscuité, à mon avis, était telle qu'elle portait atteinte à la dignité. Inconnu du grand public, sa défense légendaire du droit à l'avortement parle aussi du droit des femmes à librement disposer de leur corps. Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Jusqu'à cette élection triomphale au Parlement européen pour en devenir la première présidente. C'est une figure emblématique, ça veut dire que l'Europe, ce n'est pas seulement une question de règlement. Pour Simone Veil, l'Europe est construite sur les cendres d'Auschwitz. Et ça veut dire que l'Europe, c'est l'idée que la paix doit arriver. Le père des Bois observe bien souvent cette détermination. Elle savait ce que c'était que la Shoah. Elle en était trempée, jamais sortie, et pourtant elle faisait l'Europe. C'est quelqu'un qui avait décidé de construire, je dirais, l'humanité, quel que soit le prix à payer. Un héritage que les Français se sont appropriés. Dans ce livre d'hommage, il salue une très grande dame qui a su transformer la peur et l'humiliation en combat positif. La France s'honore aujourd'hui de graver de manière indélébile dans la pierre de son histoire nationale cette page de lumière dans la nuit de la Shoah. Le message d'une vie répété une nouvelle fois pendant cette cérémonie au Panthéon à la mémoire des justes. Celui d'une femme qui militait toujours pour des peuples réconciliés, fraternels, seul rempart à la barbarie. Et c'est la fin de ce Zoom exceptionnel. Et pour vous dire au revoir, nous avons choisi le point culminant du Panthéon. Ce lanternon à plus de 80 mètres de haut. Regardez autour de moi cette vue vertigineuse à 360 degrés sur les toits de Paris. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter ce haut lieu de notre mémoire collective. En attendant, restez avec nous. Dans un instant, je vous retrouve pour grand reportage. À tout de suite.